La Financière agricole du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle vous propose des solutions d'affaires tant en financement qu'en assurance et en protection du revenu, adaptées à vos besoins. La Financière agricole du Québec, fier partenaire de votre réussite. La Fédération régionale de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse d'être partenaire de cette émission qui met de l'avant le savoir-faire des producteurs agricoles ainsi que la passion qui les anime. Nous sommes fiers de faire partie de la recette. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous allons nous transporter du côté de Lévis pour aller découvrir le vignoble Le Nordais avec la famille Bourget. Et ensuite, nous allons nous transporter sur la rive nord du côté de Deschambault pour aller découvrir le domaine Hébert avec Christian Hébert. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Mon nom est Carl Bourget. Nous sommes au vignoble Le Nordais, à Lévis. Le vignoble a démarré en 97. Donc, j'ai eu l'idée, en fait, c'est un de mes amis qui m'a convaincu de planter. Il me disait tout le temps, t'as une terre extraordinaire. Et donc, on a planté des vignes en 97. Et des vignes avec des noms très exotiques, hein? 6, 16, 35, 17, 2, 19. Des numéros. Là. Tous des numéros. Alors, c'était la nouvelle génération, les variétés de Swanson, qui arrivaient au Québec à l'époque. Et on en a planté comme ça une quinzaine de variétés la première année. Et puis, c'était l'attente jusqu'au printemps de 98 pour savoir qu'est-ce qui avait survécu. Aucune perte. Donc, c'était le feu vert pour continuer. Ensuite de ça, bien, il faut comprendre que lorsqu'on a décidé de faire cette plantation, un des critères les plus importants, c'était que les plants devaient passer l'hiver au champ et ne pas être enterrés ou protégés d'aucune façon. La philosophie, c'était, si ça ne passe pas l'hiver, ça n'a pas d'affaire ici. Donc, on a planté des vignes. Et là, à ce moment-là, les vignes qu'on a choisies devaient répondre à quatre critères déterminants. Rusticité, on a des hivers. Il fallait que ça passe l'hiver sans problème. Deuxième chose, hâtivité. On a des saisons qui sont courtes. Et au Québec, bon an, mal an, la moyenne est à peu près, dans la région de Québec, à peu près 135 jours sans gel. Il faut que ça y aille vite. Cette année, on est chanceux. On a eu une belle saison. Ben, un petit peu plus longue que prévu. Une belle fin de saison. Ensuite de ça, résistance aux maladies. Okay? Autant que possible, ne pas avoir à utiliser, ou le moins possible, de fongicides ou de ces pesticides. On va les utiliser au besoin, mais bon, je pense qu'on se comprend. Et le quatrième élément qui est le plus important, c'est la qualité du raisin. Si on veut faire du bon vin, il faut nécessairement avoir un bon raisin au départ. C'est quoi les étapes de production ici? OK. Ça commence au printemps, OK, avec la taille. OK. La taille est essentielle pour déterminer la qualité du raisin. Aussi, la pérennité du plant, OK, s'assurer que le plant ne tombe pas en surcharge, donc, et qu'il va avoir assez de grappes pour être capable de bien les mûrir, d'avoir un taux de sucre intéressant. Une fois qu'on s'est assuré de ça, la vendange va se faire. Donc, on va récolter, on va donc présenter le vin dans un fouloir égrappoir. Donc, on va le battre, on va le séparer de sa rafle, on va le broyer, on va le presser, on va en extraire le jus, on va y mettre des levures. Et là, c'est là que les jeux vont entrer en ligne de compte. Lorsqu'on est au champ, OK, il y a des acides qui vont se construire. Et ces acides à la maturation, vont se dégrader en sucre. Okay. Okay? Et les sucres, une fois qu'on va les fermenter, vont se transformer en alcool. Et là,
cette étape-là est quand même déterminante parce qu'au moment où on va fermenter ces sucres, on va aussi travailler sur le développement des arômes. Et ça, c'est un des bons défis pour en faire un vin qui va se ressembler. Une fois que le vin est fait, que la première fermentation est faite, fermentation alcoolique, on va donc passer à la fermentation malolactique, donc pour dégrader les acides, pour affiner le vin. Ça dure quelques semaines, quelques mois. Ensuite de ça, bien là, on va commencer toute l'étape des soutirages, des filtrations et tout ça. Un vin ici, au vignoble Nordais, n'est jamais prêt avant 9 mois, 10 mois. Présentement, Cathy et moi, on déguste notre millésime 2014 de fermentation carbonique. On est un des seuls vignobles au Québec à le faire. C'est une fermentation, une technique qui est différente, qui inclut donc pas nécessairement un pressage du raisin comme tel, mais bien de la fermentation intra-résinaire. Donc une méthode qui va, Dieu seul sait pourquoi, vraiment ramener l'aspect fruité du vin vraiment en avant-plan. Ça donne des vins qui sont très, très expressifs, là, presque exubérants. Et c'est quoi la variété de raisin dans ce vin-là? On va parler d'un assemblage principalement de Sabrevois, de Radisson, avec une touche de Maréchal Foch. Ouais. OK. Puis comment vous arrivez justement avec, parce que vous avez plusieurs sortes de vins, vous en avez combien de différents ici? Des sortes de vins, oh là là, on en a au-dessus d'une dizaine. On en a, si on compte la bulle, le mousseux, on peut toucher à une douzaine facilement. OK. Ouais, puis tout est fabriqué ici. Dans le fond, vous y allez en rotation, j'imagine? À chaque année, on va, la majorité du temps, vraiment fabriquer ces 10 produits-là. OK. Il y a des exceptions, bien entendu. C'est pas toutes les années où on va faire du vin de glace. Il y a différentes choses. Les apéros aussi, ça dépend. Quand on a des bons volumes, on va peut-être ne serait-ce pas fabriquer d'apéritifs blancs pendant telle année, etc. Il y a des choses qu'on peut jongler, mais définitivement, blanc, rouge, rosé vont être faits là, vraiment à toutes les années. C'est quoi le gros vendeur du Nordais? On fait, ça dépend toujours des années, mais je vous dirais qu'on a des super beaux vins là, de table, vraiment faits pour aller avec la nourriture. On a un super beau blanc, vraiment très filiforme, avec une belle acidité là, qui donne faim, qui donne soif, qui ouvre l'appétit. On a un rosé qui est très craquant, très charmeur, qu'on arrive à faire d'année après année, qui se bonifie constamment dans notre compréhension de notre terroir, du vin, de comment est-ce qu'on travaille. Puis les rouges, ben c'est ça, on a des rouges donc un peu comme celui-ci dont je vous parlais, mais des rouges aussi faits de manière plus traditionnelle avec des élevages sur bois. Donc on a un beau foudre ici de chêne blanc américain. On travaille aussi avec un peu d'autres sortes de bois, du châtaignier. Donc on a diverses cuvées en rouge qui ont leur succès aussi. On a eu la chance de rencontrer Hubert, votre fils, qui est impliqué dans l'entreprise. Donc, vous faites partie des producteurs agricoles ayant une relève agricole. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un jeune, votre jeune, qui suit vos traces? Ah, c'est emballant. Ça fait la différence entre avoir des idées et des projets ou les réaliser. Le fait qu'Hubert soit à côté de moi, OK? À ce moment-là, ne pose plus aucune limite à mes idées et au développement. Ça, c'est le fun. Et comment vous voyez l'avenir de votre entreprise? Parce que là, il vous reste encore des belles années. Vous êtes aussi un accompagnateur pour Hubert. Hubert arrive avec ses idées. Est-ce que vous voyez ça d'un œil positif? Est-ce que ça vous inquiète un peu de voir tout ça aller? Ça va vite. Comment vous voyez l'avenir de l'entreprise? Pour y avoir réfléchi, et je pense qu'Hubert est bien au courant, que moi, je n'ai pas comme vision de prendre une retraite. Puis des fois, à la blague, je dis « Ah, ben, moi, je rêve un jour de mourir dans le haut de mon champ. Pourquoi pas? » Le métier de vigneron est un métier, je pense, que je peux pratiquer encore très, très longtemps. Peut-être que quand je serai un peu plus âgé, je ralentirai, je prendrai des jours de congé. Mais non, je vais être ici et progressivement,
Hubert prendra toutes les décisions. Puis peut-être que je travaillerai de plus en plus au champ. C'est une chose qui me manque, de retourner au champ. J'ai plus beaucoup de temps d'aller au champ. Mais non, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Les projets, il y en a plein. On va les faire. On va les faire ensemble parce qu'il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Et puis, je vais l'accompagner. Puis, progressivement, ça va être son entreprise. Puis, je vais, comme là, il travaille avec moi, je travaillerai un jour avec lui. Alors Catherine, aujourd'hui, on parle dans notre émission de cidre et de vin, évidemment la transformation de ces fruits-là. J'imagine qu'au niveau de l'histoire, et en plus un peu ton dada, à ce niveau-là, les alcools, qu'est-ce que tu as trouvé là, à ces sujets-là pour notre chronique? Bien, en fait, si on commence, Cathy, par le vin, c'est intéressant de se rappeler les origines anciennes de la vigne, hein, parce qu'au Québec, il y avait de la vigne sauvage. Avant même qu'on commence à en apporter de France ou d'Europe, il y avait des vignes qui poussaient à l'état naturel, par exemple sur l'île d'Orléans. D'ailleurs, le très beau nom, île de Bacchus, c'est un peu un rappel de ce nom qui avait été donné par Jacques Cartier là, dès les années 1530, quand il est arrivé. Il a fait « Ah, des vignes, on va faire quelque chose avec ça ». Finalement, ça a été plus difficile hein, pour ce qu'on était capable de faire avec les vignes anciennes. Il a fallu attendre quand même le 19e siècle pour voir arriver des vignobles dignes de ce nom, là, entre autres sur la côte de Beaupré, sur l'île d'Orléans également, et même dans Port-Neuf. Donc, des vignobles qui vont quand même avoir quelque chose d'assez intéressant. Imagine-toi donc qu'il y avait une production très particulière de vin de Metz qui se faisait dans le bout de Saint-Joachim à un moment donné, là, dans les années 1880-90. Donc, c'est quand même assez intéressant comme truc. Mais bon, ça va prendre quand même un certain temps avant que tout ça démarre vraiment. Surtout à partir des années 1970, là, on a un bel essor de la viniculture au Québec et c'est tout à fait prometteur quand on voit ce qui est en train de se passer. Si on laisse le vin de côté pour aller du côté du cidre, bien, ici aussi, on a quelque chose qui est assez ancien, qui a une belle histoire au Québec. Les premiers pommiers auraient été apportés de Normandie. Dès le début là, du 17e siècle, à l'époque de Samuel de Champlain, Louis Hébert, qui a été le premier agriculteur, le premier colon, le premier apothicaire, il a aussi été le premier cidriculteur, on va dire, parce qu'il y avait ce souci là, de planter des pommiers pour faire du cidre. Sa famille avait tout ce qu'il fallait pour en faire. À l'époque française, on en fait un petit peu, mais à l'époque anglaise, c'est complètement fou. On va se mettre à faire beaucoup de cidre. Par contre, il arrive un élément curieux, Cathy, imagine-toi donc. En 1921, quand il y a eu la loi pour créer la Commission des liqueurs, et on a oublié d'inclure le cidre dans la liste des alcools qui étaient permis au Québec, ce qui fait que jusque dans les années 70, le cidre n'avait pas d'existence légale. Ça, c'est très, très bizarre, oui. OK. Donc, vraiment, là, c'est une espèce de no man's land pour le cidre québécois. Puis à partir des années 70, bien là, heureusement, on a pu rattraper un peu le temps perdu puis se mettre à faire de très bons cidres. Et là, on voit avec l'indication géographique protégée, cidre de glace, par exemple, il y a de très, très belles choses qui se font sur la scène cidricole au Québec en ce moment. Donc encore là, je pense qu'on a un beau retour aux sources pour les Québécois quand on veut s'abreuver dans le passé. D'ailleurs, ici, je te présente un beau tonnelet de cidre, donc avec même la petite chanteleur en bois. Ici, c'était un cidre importé qui nous venait d'Annapolis-Valley. Mais c'est vraiment des éléments du patrimoine québécois qui ont été très, très présents chez nos ancêtres. Ah, intéressant. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour, je m'appelle Christian Hébert, propriétaire du domaine Hébert à Deschambault. J'ai acheté une terre laissée à l'abandon en 2010. J'ai fait la remise en culture, conservation des sols, implantation verger, framboisière, gadelle, casseille, suivi la construction ici du caveau pour la transformation à production de cidre élaboré selon la méthode traditionnelle. Et combien ça a pris de temps à devenir fonctionnel, si je peux dire? 7 ans et 1 mois. OK. Fait qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ça, là. Le 9 juin 2010, l'achat, puis les premières bouteilles vendues le 1er juillet 2017. Puis pourquoi avoir choisi de t'installer à Deschambault? Le terroir, un climat particulier,
le tempéré avec le fleuve, 1,5 degrés de plus que dans le reste de la MRC, un laune sableux caillouteux qui est le fond de la mer de Champlain. Quand on creuse, passer 2 à 3 pieds en dessous de la ligne de labour, on trouve encore des coquillages. C'était le fond de la mer. Là, tu arrives dans le milieu agricole, tu démarres une entreprise. Au niveau humain, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as trouvé peut-être aussi de difficile dans ce démarrage-là? Bien, le démarrage de ma ferme, puis le changement de milieu de vie n'était pas nécessairement un choc, hein, parce que, comme j'ai dit, dès l'âge de 12 ans, c'était un coup de foudre pour la framboise. Quand j'ai quitté la maison à 16 ans pour devenir officier de marine au collège militaire, c'était toujours dans le but de me lancer en agriculture puis de ramasser des sous. T'avais toujours ça en arrière de la tête. De 16 ans à 30 ans, ça m'a pris 14 ans à accumuler là, les capitaux pour le démarrage. Penser à comment ça va pouvoir se passer, si j'ai des problématiques, comment je vais y arriver. Fait que ça s'est pas passé du jour au lendemain. En 2010, quand j'ai démarré, j'avais déjà des longues années de réflexion là-dessus. J'ai eu beaucoup d'aide. Hein. Déjà en partant, là, les gens là, de Deschambault puis de la région ont été très accueillants. Okay. Principalement les producteurs agricoles. Quand on commence un démarrage, on n'a pas tous les équipements. Puis rapidement, là, un jeune qui se démarre, j'ai fait partie du groupe en partant. Là, hein. Bon support. On m'a référé les conseillers. Hein. J'ai été très bien encadré. Puis bien sûr, la famille, les amis m'ont donné là, un bon coup de main. Quel avantage tu vois d'être producteur agricole? On ne choisit pas ça pour le plaisir. Là, hein. On y croit, c'est une fois, on ne se voit pas autrement. Puis, dans mon cas personnel, c'est un métier, c'est une profession, mais c'est aussi un mode de vie qu'on choisit, puis je me verrais pas vivre autrement. Mais oui, je travaille énormément fort, mais comme me disait un de mes amis, on vit comme des seigneurs sur nos propres terres. Là. Ouais. Et quand tu fais tes cidres, là, tu dis que tu as besoin de 22 variétés de pommes. Comment, quand tu dis que tu fais de l'assemblage, c'est quoi cette technique-là? Dans les faits, c'est quoi faire de l'assemblage? Quand on récolte les pommes, on essaie de garder les bennes séparées d'une variété à l'autre. Hein. Ils sont broyés, pressés individuellement. La vinification est faite dans des cuves à part. Puis c'est seulement quand ils ont été mis en fût de chêne, après 1 an, que là, je goûte chacun des 32 fûts. J'ai un pointage pour l'évaluation. Hein. Puis là, c'est là que je décide lesquels je vais assembler avec lesquels pour arriver au même goût d'une année à l'autre. Et est-ce que ça peut arriver que tu goûtes à quelque chose, tu dis non, ça, je n'utiliserai pas ça? Ça arrive-tu, ça? C'est déjà arrivé. Okay. Ça arrive à chaque année, puis c'est des produits, je ne veux pas baisser là, la qualité de mes produits. Hein. Fait que des fois, ça peut arriver, ils ne vont pas être assez goûteux. Puis ça peut arriver, mais le cidre était bon, mais pas du niveau que j'avais besoin. Je peux le garder en réserve pour les prochaines années, qui des fois peuvent être utiles quand on est dans la récolte de la framboise puis de la gadelle, hein, puis on a une trop haute acidité. Là, j'arrive avec un cidre qui était beaucoup plus doux. Hein, okay. Puis là, l'équilibre est parfait. Hein. OK. Et là, j'ai une Honey Crisp dans mes mains. C'est la nouvelle mode au niveau des pommes, la Honey Crisp. Pourquoi les gens l'aiment tant, cette pomme-là? Elle est belle. Oui, elle est grosse. Elle est grosse. Elle est sucrée. Y a-tu au début des situations que quand tu essayais tes recettes, tu faisais tes assemblages, que tu as complètement raté un produit? Est-ce que tu as fait des essais et erreurs au début, là? Pardonne-moi de te corriger, Cathy, mais c'est pas une recette, c'est une méthode. Une méthode? Oui, des bouteilles qui éclatent, des produits qui peuvent avoir oxydé. C'est pas toujours évident. On essaie de travailler avec le moins de sulfite possible. C'est-à-dire que mes produits en analyse contiennent des traces de sulfite. Les sulfites sont utilisés uniquement pour assainir les équipements. Puis dans certains mous, on doit assainir le mou quand les fruits sortent du champ. Hein. Mais pendant la fermentation, ils s'évaporent puis on se retrouve avec des traces. Également, pour arriver à une finesse de ces produits-là, la transformation est faite de nuit. Ben, des fois, il est déjà arrivé des incidents de nuit. Hein.
La fatigue. Puis aucun des produits est filtré aussi. Fait que la clarification est faite naturellement, hein, principalement avec le temps, hein, mais c'est pas quelque chose, une technique qu'on apprend puis qui marche du premier coup. Là, hein. Et si ça marche bien avec un certain produit, ben avec la pomme, puis principalement avec les framboises puis la gadelle, hein, c'est pas des connaissances hein, qui sont bien maîtrisées partout, fait que c'est quelque chose vraiment qu'on développe ici à la ferme. Est-ce que dans le genre de production que tu fais, le genre d'entreprise que tu as, on a de l'expertise ici dans la région pour justement aider un jeune comme toi qui se démarrait? Pour la production au champ, oui, hein, mais non pour le volet transformation. OK. Comment tu es allé chercher cette expertise-là? Formation, différentes formations, entre autres en production de boissons alcoolisées à l'ITA. Et pour le reste, j'ai dû aller les chercher à l'étranger. Hein. C'est-à-dire pour la vinification, l'élevage en fût de chêne, je suis allé travailler auprès d'un des plus grands vignerons américains à Calistoga, dans la vallée de Napa. Hein. Pour maîtriser la méthode traditionnelle, j'ai fait un stage en Champagne. Hein. Aussi, pour travailler avec la gadelle rose, hein, qui est assez particulier. Ça, la technique de vinification, je l'ai adaptée lors d'un voyage en Islande. J'ai aussi été en Estonie, hein, où il y a des grands producteurs de framboises qui ont mécanisé leur récolte. Je suis allé chercher l'information complémentaire, principalement dans des stages à l'étranger. Puis pourquoi tu as choisi cette méthode traditionnelle? Dans ma tête, tu t'es compliqué la vie, mais est-ce que c'est vraiment ça? Ou pourquoi avoir choisi cette méthode-là? Je voulais quelque chose qui soit à mon goût, à mon image. Hein. Je suis quelqu'un d'extrêmement minutieux, puis c'est une méthode qui est parfaitement adaptée à ma façon de travailler. Hein. C'est un savoir-faire qui n'est pas commun, hein, qu'on doit travailler énormément. C'est la méthode de vinification la plus longue aussi dans son élaboration. Christian, peux-tu nous expliquer sur quoi on se retrouve aujourd'hui? Parce que là, on voit qu'il y a des plantations, mais il y a quelque chose en dessous de nos pieds. Là. Oui, c'est quoi? ma cidrerie. Hein? Okay. C'est un chai hein, où je fais la vinification là, autant là, des pommes que des framboises. Puis c'est également la plus grande cave à vin de la capitale nationale, un peu plus de 3000 pieds carrés. Hein. Puis pourquoi avoir fait ce fonctionnement-là pour faire ta transformation? Tu aurais pu faire ça autrement, comme plus standard, mais là, toi, c'est vraiment dans le sous-sol. Là. Aucune luminosité hein, pour oxyder les produits. Température constante de 14 degrés été comme hiver. Fait qu'il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de chauffage. Okay. C'est naturel, puis c'est la température idéale pour la vinification en blanc. Les étapes de production, à quoi ça ressemble? C'est la méthode traditionnelle. Première vinification, comme pour mon brut, l'assemblage de 22 variétés de pommes, vieilli 1 an en fût de chêne français. Après 1 an, on le met en bouteille, un minimum de 15 à 20 mois sur latte. Les bouteilles sont ensuite mises sur les pupitres pour un remuage à la main de 2 mois, pareil comme en France. On va sur pointe. Les bouteilles sont dégorgées, on ajoute la liqueur d'expédition. Contrairement à ce qui se fait en Europe et aux États-Unis, au lieu d'utiliser du sirop de canne pour la liqueur d'expédition, j'utilise mon miel de framboisier. Je suis également apiculteur, puis j'ai la plus grande framboisière de Portneuf, là, ce qui me permet de faire ce miel qui est la spécialité des miels de spécialité. OK. Depuis que tu es là, tu fais beaucoup, tu fais avancer ton entreprise, tu fais des investissements, c'est certain. Comment tu vois l'avenir de ton entreprise? Est-ce que tu prépares quelque chose à long terme? Est-ce que tu veux consolider, développer et agrandir? Comment tu te vois dans l'avenir avec cette entreprise-là? Oui, bon, on a fini, là, vraiment, on pourrait dire, la phase 1 qui était l'implantation, la phase 2, là, maintenant, là, qui est le début de la mise en marché. Hein. Là, maintenant, là, tu vois là, les volumes que j'ai. Hein. On va devoir avoir un agrandissement avec une boutique, hein, commencer l'agrotourisme, avant d'aller vers le marché d'exportation. Hein. Fait que ça va être le défi là, des 5 prochaines années. Hein. Tu es très, très impliqué dans plein d'organisations. Comment tu fais pour concilier ton travail, qu'en plus, des fois, tu fais de nuit, tes implications que tu fais dans plein d'organisations, les marchés publics, ta vie privée, comment tu arrives à tout arrimer ça?
Ouais, une bonne organisation du travail. C'est sûr que où c'est difficile, c'est qu'on est à pleine production, principalement dans les framboises. Même les pommes, on peut attendre 1 ou 2 jours retardés, mais les framboises, là, on est dans framboise d'automne, on est 2 mois à marche ou crève. Fait que c'est dur de prévoir à l'avance. C'est la grosse saison de l'année. Le reste de l'année, je peux prévoir là, les périodes de sous-tirage et d'embouteillage. Mais effectivement, comme tu as commencé, depuis 7 ans, je m'implique dans Relève agricole. Mais oui, j'ai 7 ans de plus. Puis c'est un bagage que j'ai. Puis aujourd'hui, je le sais, on est sur la dernière ligne droite. Puis on forme dans la relève notre propre relève. Puis j'essaie de transmettre ça aux administrateurs avec qui je travaille. Et le fait de t'impliquer, qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que tu es impliqué dans plein d'organisations, dans les secteurs différents aussi. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer à ce point-là? Bien, pour moi, c'est important de s'impliquer. Puis autant, c'est lié aussi à mes productions. Je suis impliqué au niveau des producteurs de fraises et framboises. C'est ma passion. Je suis également apiculteur. Je suis représentant, je suis un élu à la Fédération des apiculteurs. Et à la relève, ça va de soi aussi. Pour les cidriculteurs, je suis le représentant institutionnel des cidriculteurs et Éduc-Alcool. On ne va pas se le cacher, on doit aimer ça. Chacune des réunions, c'est un ressourcement. On rencontre là, des gens qui sont aussi passionnés là, que nous. On sort de là galvanisés. Puis j'en ai là, pour, après une réunion, 1 semaine d'énergie, que je suis plein à déborder puis que mes projets avancent. Et aussi, c'est pareil comme les formations, des journées en innovation, rencontrer les gens, à discuter. On a aussi des nouvelles idées qui nous viennent, autant pour nos organisations que, oui, en discutant, on peut apporter là, des nouvelles innovations puis une meilleure gestion à l'intérieur de nos entreprises. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission sur le cidre et le vin. Évidemment, je vous encourage, tant qu'à acheter des boissons alcoolisées, d'acheter ceux du Québec pour encourager nos producteurs. Et je remercie nos invités de cette semaine, la famille Bourget, Carl et Hubert, et également Christian Hébert du Domaine Hébert. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.